dans ces combats que nous venons de déclencher. Parce que ces combats, ce n'est pas contre eux, contre leur personne ou contre leur pouvoir qu'ils ne veulent jamais abandonner sans pour autant comprendre les mécanismes selon lesquels un dirigeant africain ne doit plus chercher aujourd'hui à devenir spécialiste de la broderie constitutionnelle en taillant des surconstitutions sur mesure pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Donc c'est lui qui s'entêtera, il partira. Inaliénable et que personne ne peut nous voler ces droits d'exercer véritablement notre souveraineté économique, notre souveraineté, je dirais, sécuritaire, notre souveraineté politique, notre souveraineté financière et monétaire. Raison pour laquelle quand nous nous alignons, parce que nous savons, par exemple, que la question du franc CFA, pour nous, est une question intrinsèquement politico-militaire. C'est-à-dire, la présence de l'armée française ici en Afrique empêche les dirigeants africains d'avoir la lucidité et le courage de pouvoir prendre des bonnes décisions. Parce qu'à chaque fois, je rappelle bien, à chaque fois qu'un dirigeant africain a voulu aller à l'encontre de ces intérêts-là et des décisions françaises, nous avons vu comment les bombes plaient vite ou comment le gouvernement en question ne fait pas long feu. Raison pour laquelle nous voulons aujourd'hui que ces gouvernements, qui aujourd'hui portent nos aspirations profondes de manière digne, puissent aujourd'hui faire long feu et porter, si j'ose dire, l'avenir de notre jeunesse et de notre mère patrie l'Afrique plus loin. Raison pour laquelle nous sommes en train de mener ces combats pour la fermeture des bases militaires françaises ici et pour les retraits des troupes, je dirais non seulement des troupes, mais de l'armée française, de l'ensemble de tous ces mécanismes-là mis en place pour pouvoir nous subordonner et asseoir une domination occidentale ici en Afrique. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour arriver à une monnaie unique ouest-africaine? Notre démarche d'abord consiste à permettre à aux États africains et à l'Afrique de manière générale d'exercer sa souveraineté. Cette souveraineté, comme je le disais, nous permettra d'abord la question essentielle, parce que la question monétaire, en parlant des espèces de monnaies, des billets bancaires, c'est une question secondaire. Mais si nous sommes rentrés dans ces combats, c'était en fait la mise à plat de tous les mécanismes mis en place. Cette souveraineté nous permettra d'être maîtres de nos orientations économiques et de nos options financières. Raison pour laquelle nous serons détachés de tous ces mécanismes humiliants et ont été imposés par les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le FMI. Et ensuite, viendra la mise en place de l'harmonisation de nos politiques. Et c'est à vous entendre, on croirait que véritablement l'Afrique manque de leadership. Selon vous, que devrait être le leadership africain? Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire, c'est d'abord cette capacité de porter ce qui manque en Afrique aujourd'hui, c'est la dignité. Cette dignité à fleur de peau. Parce que justement, résumons simplement dans le mot dignité, on retrouvera la solution efficace pour résoudre tous les maux de l'Afrique. Et ensuite viendra ce que nous disons, c'est d'ailleurs pourquoi nous le portons dans notre mouvement, le courage. Le courage qui manque aux présidents africains, le courage qui manque aux dirigeants africains. Ce courage-là, cette capacité de pouvoir dire non quand il faut dire non. Cette capacité même, si j'ose dire, de contredire Nicolas Sarkozy dans ses dires, pour pouvoir, je dirais, explorer un avenir, même si cela est incertain. Mais les risques de pouvoir prendre, regardez l'ingéniosité de nos frères et de nos sœurs qui aujourd'hui traversent la Méditerranée pour aller en Europe. Ces risques-là qu'ils ont pris, cette capacité, cette détermination qu'ils ont pris peut-être au péril de leur vie, c'est ça qui manque aux dirigeants africains. Cette aventure politique pour l'Afrique, pour permettre à notre mère patrie l'Afrique de basculer dans un nouvel ère. Et justement, il y a une véritable crise de leadership en Afrique. Raison pour laquelle nous avions résumé dans ces manifestes que j'ai apportés ici, d'ailleurs qui est distribué gratuitement partout où nous passons, et je pense que la jeunesse panafricaine du Sénégal, qui a une touche particulière dans l'histoire de l'Afrique, dans sa manière d'obtenir les avancées pour l'Afrique sans confrontation, dans son niveau aujourd'hui de compréhension, je dirais, très subtil des enjeux. Tout ce que nous leur demandons de venir vers nous pour se procurer de ces manifestes, c'est parce que ça nous aide de quitter les statuts des intellectuels pour devenir des érudits, parce que c'est ce qui manque aussi à notre jeunesse pour poser des bonnes questions et trouver de bonnes réponses. Nous avions résumé notre démarche parce que ça, cette boussole constitue pour nous le leadership, pour poser définitivement les questions, les conflits entre leaders ou les conflits des leaders en Afrique. Mais aujourd'hui, il y a un leadership, une boussole aujourd'hui qui nous conduit, et cette boussole-là résume la dignité de l'Afrique, résume l'unité de l'Afrique et le courage que nous devons avoir pour permettre à notre mère patrie d'Afrique d'accéder à la liberté totale. Vous sentez qu'il y a véritablement un problème de leadership, au niveau de nos dirigeants. Comment comptez-vous vous y prendre maintenant pour fédérer les énergies au niveau de la jeunesse africaine, faire en sorte que cette jeunesse africaine puisse s'approprier votre combat et pourquoi pas le porter pour véritablement réussir à faire en sorte que ce soit un combat de toute la jeunesse africaine?
L'unité de nos intelligences est la condition sine qua non et indispensable pour arriver à la mise en place des actions communes. Raison pour laquelle nous avions compris qu'il était nécessaire et important de pouvoir résumer notre pensée dans ces manifestes pour le remettre à chaque jeune Africain. Je dis bien à chaque jeune Africain, avec nos maigres moyens. Pouvez-vous nous faire l'économie de ce manifeste-là? Donc, c'est un manifeste qui est résumé en 14 points. En 14 points, d'où nous avions essayé de donner les grandes orientations de ce qui en sera notre boussole de combat. Pourquoi nous agissons et les questions sur lesquelles la jeunesse africaine doit se pencher parce que ça relève de la nécessité panafricaine. Nous avons en premier le départ de l'armée française de l'Afrique. Nous avons en second point de notre manifeste, donc après le départ de l'armée française de l'Afrique, nous avons le boycott de services de visa. Sur ce point, c'est un point très crucial parce que la jeunesse africaine du Sénégal, particulièrement, je prends cet exemple-là parce que nous avons des chiffres concordants, cette jeunesse-là est escroquée diplomatiquement. Parce qu'il y a aujourd'hui près de 412 milliards de francs CFA annuellement versés par les jeunes Sénégalais pour l'obtention de visa pour aller vers le monde occidental. Et il s'est fait que, à chaque fois que ces demandes de visa sont déboutées, cet argent n'est jamais restitué. Donc c'est une escroquerie diplomatique que nous voulons combattre. Raison pour laquelle, sur notre deuxième point du manifeste, nous avions parlé du boycott de visa. Nous avons les infiltrés. Les infiltrés, ce sont tous ces ensembles-là des Européens qui sont ici, qui portent les étiquettes de coopérants et des négociants, qui sont en train aujourd'hui de paralyser nos économies, de ne jamais participer à l'activité économique de nos pays et de faire en sorte de faire ce qu'ils appellent la politique de rapatriement des capitaux. Mais aussi d'avoir lieu et place ici pour pouvoir paralyser nos États en jouant le rôle des agents des renseignements. Nous avons l'arrêt de l'immigration, parce que l'immigration massive, ce n'est pas le droit du déplacement de notre peuple que nous combattons, mais nous combattons l'immigration massive, parce que l'immigration massive est une plaie, une véritable plaie pour la jeunesse et l'économie africaine. Aujourd'hui, l'ensemble de nos énergies sont en train de couler vers d'autres cieux. L'ensemble de nos énergies, et même, je dirais aujourd'hui, de nos cerveaux, sont en train de s'évaporer vers d'autres cieux. Raison pour laquelle nous voulons mettre fin à cette hémorragie. Mais comment mettre fin à cette hémorragie? C'est la conscientisation de notre jeunesse. C'est de permettre à notre jeunesse de comprendre ce que l'Afrique doit à la jeunesse africaine. Et à la jeunesse africaine, raison pour laquelle, dans notre philosophie et pensée du combat, nous parlons du nationalisme africain. Le nationalisme africain n'est surtout pas à comparer avec les nationalismes fascistes des mondes occidentaux. Le nationalisme africain veut d'abord, en premier lieu, vous avez entendu que tout le temps je parle de notre mère patrie, l'Afrique, de considérer l'Afrique ensemble comme sa patrie en transcendant justement les frontières héritées de la colonisation. Mais aussi de faire en sorte que la richesse et les richesses africaines et l'ensemble de nos ressources reviennent, je dis bien, et appartiennent aux Africains. Donc voilà comment nous permettons à notre jeunesse de prendre place sur le terrain économique, sur le terrain culturel, sur le terrain politique, de s'approprier de cette richesse africaine. Et en ce moment-là, ces jeunes-là comprendront que la nécessité pour nous est de développer nos États et non d'immigrer vers d'autres cieux. C'est notre première démarche. Parce que de plus en plus de jeunes Africains, comme vous venez de le dire, cherchent, sans y être forcés même, comme ce fut le cas pendant la période coloniale, à partir vers l'Europe ou partir vers les États-Unis. Comment faire véritablement, vu tout le potentiel de l'Afrique, son potentiel énergétique, ses richesses du sol et du sous-sol? Pratiquement, l'Afrique n'a rien à envier aux autres continents en termes de potentiel. Comment faire pour que de l'Afrique même, vraiment, naisse une jeunesse qui prenne conscience de tout cela et qui lutte pour la sauvegarde des intérêts de l'Afrique. Une jeunesse qui réussisse vraiment à faire en sorte que les dirigeants africains eux-mêmes portent ce combat-là et ne le subissent plus. Que par exemple, au niveau des accords commerciaux, que les Africains parlent d'une seule et unique voix pour véritablement peser sur la balance pendant les négociations. Et que par rapport à tout ce qui se fait même au niveau des Nations Unies, que quand l'Afrique y va, que l'Afrique ne s'y rende pas en rang dispersé, mais que l'Afrique puisse y rendre vraiment pour parler d'une seule voix. Parce que nous considérons que c'est ce qui pourrait peut-être faire la force de l'Afrique, et ne plus continuer à dépendre, par exemple, de nos anciennes puissances coloniales. Raison pour laquelle, quand je disais l'unité de nos intelligences, vous savez, vers les années 60, lorsque nos pères ont réussi le premier miracle post-colonial de l'Afrique, en opérant l'unité de nos intelligences, nous avions remarqué que tout le combat était résumé en un seul mot, indépendance. De Ghana jusqu'au fond de l'Afrique du Sud, le mot était clair, indépendance.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de suivre ces pas ô combien glorieux des illustres prédécesseurs, de nos illustres prédécesseurs qui ont posé dans cet ensemble de notre mère patrie l'Afrique pour justement essayer de suivre ces mécanismes-là et de permettre d'abord, comme je disais, la condition sine qua non, l'unité de nos intelligences. Et la réappropriation de cette dignité, ou je dirais la restauration de notre dignité bafouée depuis des siècles, permettra justement aux dirigeants africains, à leur niveau, de comprendre que quand on est dirigeant, on est là pour défendre tout un peuple. C'est comme quand on est un père de famille. Et je n'arrive pas à comprendre comment les dirigeants africains échouent là où la première notion d'être un père de famille, d'apporter le pain à la maison, la première notion élémentaire, comment ils échouent sur cette... Alors, nous allons faire quoi? Nous allons libérer les dirigeants africains de cette emprise institutionnelle dans laquelle on les a placés, pour qu'ils prennent conscience de la réalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'arrêter de réfléchir en termes de mécanismes, en termes de gros mots, en termes de, si vous voulez, des couloirs tracés par ces mécanismes d'aliénation, de lobotomisation, quand ils sont sortis de la part de programmes scolaires imposés et académiques imposés à l'Afrique. Alors nous leur permettons d'avoir la sagesse africaine pour analyser les choses autrement, c'est-à-dire de considérer par exemple le Sénégal comme une maison où le président de la République est le père de la famille. Devons-nous nous battre, sortir dans la rue pour demander à papa de nous apporter le pain? C'est des choses aussi élémentaires et aussi simples. Et c'est notre démarche dans le sens où nous permettons à la jeunesse africaine de revendiquer ce qui est son droit le plus aliénable, son droit le plus absolu. Et, de l'autre côté, les dirigeants africains comprendront que c'est son devoir premier de pouvoir assurer aux besoins de sa jeunesse. C'est la raison pour laquelle cette synergie permettra à l'ensemble des corps qui composent nos sociétés de parler d'une seule voix et de lutter aujourd'hui, même sur l'échiquier international, comme vous l'aviez évoqué, de pouvoir aujourd'hui permettre à l'Afrique avoir une voix prépondérante quand il s'agira de traiter les questions internationales et les questions du monde. Aux pays qui n'ont pas, disons, qui ne sont pas parmi ce groupe-là, de 5 pays-là, avec droit de veto. Aujourd'hui, quel combat mènerez-vous pour faire en sorte que véritablement l'Afrique puisse avoir un droit de veto au niveau des Nations Unies? Non, notre démarche sur ça, vous savez, dans notre manifeste, nous l'avions dit, nous sommes en train de mener un combat contre la dictature internationale et mondiale. Cette dictature a été installée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelais ici qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique était, si vous voulez, dans le camp des gagnants. C'était même l'artisan principal sur le plan économique et sur le plan militaire de la victoire des Alliés sur Adolf Hitler. Mais nous avions été écartés. Alors nous avions compris qu'il fallait agir. Notre action consiste à quoi? À appeler aujourd'hui à la dissolution de l'Organisation des Nations Unies. Parce que nous avions compris que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont toujours conduit cette organisation au nom de leurs intérêts. Et aucune, je dis bien, je pèse mes mots, aucune décision émanant de ces conseils de sécurité n'a été bénéfique à long terme et de manière efficace pour notre mère patrie l'Afrique. Le secrétaire général datant de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan, avait proposé des améliorations, si vous voulez, des réformes qui ont été, rien n'a été entendu dans ce sens-là. Alors, notre démarche aujourd'hui consiste à proposer la mise en place d'une institution mondiale et internationale sous-régionale qui permettra à chaque État et à chaque région d'avoir le leadership de ce qui en sera ces questions et, si vous voulez, de prendre en charge même son mécanisme de sécurité pour éviter aujourd'hui à ce qu'est devenue l'Organisation des Nations Unies, notamment, nous avons vu avec la crise ivoirienne, nous l'avons vu avec le Mali, nous l'avions vu avec la République démocratique du Congo, où les nations occidentales ont pris la sale habitude d'aller vers les conseils de sécurité pour faire enregistrer, je dis bien enregistrer, non pas de mener des débats et des discussions, mais faire enregistrer leur voix. En contrepartie, une résolution sera votée pour leur permettre et permettre à leurs armées de venir prendre place chez nous sans pour autant apporter même aucune amélioration. Raison pour laquelle notre démarche aujourd'hui consiste à combattre cette dictature mondiale et internationale savamment et intelligemment entretenue par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour permettre à l'Afrique d'être un acteur vrai et principal dans la configuration de notre monde qui s'annonce dans les jours à venir. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, hier, il y a eu des attentats au Burkina Faso. Ceci relance l'éternelle question de nos armées qui ne sont pas pour le moment capables de défendre la souveraineté de nos États, de nos pays. Ça, c'est un fait. Vous constaterez aussi que l'Afrique, comme vous l'avez dit, dispose de beaucoup de richesses. L'Afrique a un énorme potentiel en matière de ressources minières, en matière de ressources forestières, en matière même de ressources halieutiques. L'Afrique a tout pour se développer. Maintenant, comment comptez-vous vous y prendre vraiment pour aider nos dirigeants
à comprendre véritablement leur mission et à porter le combat de Si les dirigeants africains ne comprennent pas, nous allons les remplacer. Ça, c'est notre première démarche. Tout dirigeant africain qui ne comprendra pas quel est son rôle, il sera remplacé. Vous savez, nous sommes une jeunesse aujourd'hui déterminée. Et nous avons la ferme conviction que nos pères ont combattu pour les indépendances et mettre fin au processus de la colonisation. Nous avions pataugé avec la mise en place de ce qu'on a appelé des révolutions tout couleur, où nous avions vu de Mobutu remplacer des vrais révolutionnaires comme des Lumumba, nous avions vu des Gnassingbé Yadema remplacer des Sylvanus Olympio, ainsi de suite, ainsi c'est là. Et aujourd'hui, notre jeunesse va opérer, je dirais pacifiquement, hein, ça reste à préciser, pacifiquement, mais avec une révolution des consciences, avec une révolution, comme je disais, le courage de prendre la destinée de l'Afrique en main, parce que la jeunesse africaine peut et doit changer l'Afrique. Et c'est notre défi. Frantz Fanon disait, chaque génération doit avoir l'opacité de découvrir sa mission, quitte à elle de la trahir ou de l'accomplir. Et nous, notre choix est clair et notre décision, je pèse bien mes mots. Chaque dirigeant africain qui ne comprendra pas quel est son rôle, nous allons le remercier et nous le chasserons du pouvoir. D'ailleurs, le cas, vous l'avez vu dans la plupart des capitales africaines. Oui, nous parlions des ressources africaines qui ne cessent d'être pillées par les puissances coloniales. Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus la présence de multinationales en Afrique. Sans cesse, une présence en tout cas toujours plus marquée de ces multinationales-là en Afrique. Comment faire pour que dans les négociations, que les intérêts des Africains puissent vraiment être pris en compte? Comment votre mouvement? Il faut définir une ligne politique. Ne pas aller comme des mendiants ou comme des gens qui veulent subir, mais définir une ligne politique. C'est lorsqu'on veut rentrer dans une négociation, il faut avoir une ligne politique de départ. Quand on n'a pas une ligne politique de départ, on ne peut pas rentrer dans une négociation. Parce qu'on n'a rien à défendre. Et qu'est-ce qu'ils font les dirigeants africains? Ils partent là-bas pour plaider, supplier la France ou les États-Unis de faire quelque chose. Alors nous avions proposé déjà la première ligne. La première ligne se trouve sur notre point, le point 9 de notre manifeste. D'où l'on dit combattre les positions économiques de la France et de l'Occident. Et sur ce, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les IDE. Ce qu'on appelle, les investissements directs à l'étranger. Si vous regardez les idées, les investissements directs à l'étranger, ce sont ces mécanismes-là qui leur permettent à ces multinationales de venir s'installer. Pourquoi ces multinationales viennent? Avec le mécanisme des IDE, c'est-à-dire les investissements directs à l'étranger, ça permet aux entreprises européennes d'abord de créer des filiales. Une fois créées des filiales ici, ils vont échapper à ce qu'on appelle les taxes douanières, les taxes aéroportuaires. Et au même moment, ils vont réaliser ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ce qui leur permet aujourd'hui de capitaliser déjà une grande partie de leur richesse. Et de trois, ça leur permet, en fait, ça leur ouvre le front d'accéder à des zones minières et forestières qui sont difficilement exploitables à distance. Donc ce sont ces mécanismes-là qui permettent à faire asseoir ces multinationales et nous restons sur des bases qui ont été élaborées autrefois avant les indépendances africaines. Alors, nous jugeons que cet ensemble de mécanismes sont des mécanismes néocoloniaux et coloniaux. Raison pour laquelle nous allons rentrer dans ces combats, dans ces mécanismes-là, de pouvoir combattre ces mécanismes. Mais il faut aller très loin. Quand nous combattons, il faut aller chercher la tête des jeunes Africains. Comment on cherche la tête des jeunes Africains? Dans le point 8, on parle de démystifier la présence héro-américaine en Afrique du Nord. C'est quoi? Vous regardez aujourd'hui avec le mécanisme. C'est-à-dire que nous avons vu les litiges entre le Mali et les États-Unis, par exemple, sur le plan de l'agriculture coton, dans les négociations au sein de l'OMC. Nous avons vu, vous savez comment s'est comporté les Américains? Par mépris, inconsidération, irrespect. Et c'est le même langage. Il aurait fallu que les dirigeants maliens puissent avoir vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Notre mère patrie, l'Afrique, a des mécanismes et des potentialités permettant à l'Afrique de vivre à chaque fois que nous serons en face, confrontés à une difficulté face à une puissance X ou Y. Tout ce que l'Occident nous apporte ici en Afrique, c'est les dettes. Tout ce que l'Occident nous apporte ici en Afrique, c'est la subordination et l'aliénation, de manière générale. Donc, ma position sera claire sur ces positions-là. On a une ligne, comme je l'ai dit, définie, qui permettra à l'Afrique de garantir ses intérêts. Et à chaque fois que l'interlocuteur qui sera en face de nous ne sera pas capable de comprendre la voix de l'Afrique, c'est une rupture pure et simple. Si vous voulez, dans le respect et la courtoisie la plus absolue, c'est une rupture pure et simple. Et cette rupture doit être suivie par des mesures efficaces qui commencent par quoi? Il faut que la jeunesse africaine comprenne une chose. La consommation de ce que l'Afrique produit. C'est pourquoi nous parlons du nationalisme africain. Vous me reverrez peut-être, si vous me le permettez, sur vos plateaux, où je viendrai parler de la journée panafricaine du thé. Pourquoi la journée panafricaine du thé? Compte tenu de notre mécanisme, quand nous avions parcouru toute l'Afrique, nous avions remarqué au Soudan, nous l'avions vu au Mali
Et nous l'avons vu ici au Sénégal. D'où la plupart des jeunes Africains, femmes comme hommes, se prennent toute la journée autour de verres du thé et des tasses de thé. Mais le thé qui est en majorité consommé, c'est le thé qui vient de la Chine ou des pays européens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nos artisans, nos agriculteurs, pardon, nos mamans qui produisent ce thé, ont la difficulté de couler leurs marchandises. Non seulement la difficulté de couler leurs marchandises, quand leurs marchandises arrivent ici, à l'aéroport ou au port, pour être exportées, le prix qui leur sera donné, ils ne pourront pas s'en acquitter et ça fera quoi? Leur marchandise restera au niveau du port. Alors, il faut faire asseoir dans la jeunesse africaine la possibilité de comprendre que nous devons consommer nos thés. Alors, cette journée panafricaine du thé sera le rassemblement de tous les jeunes Africains venus de partout autour de tasses de thé, où nous allons faire la promotion de nos thés, où nous allons permettre à nos mamans, nous-mêmes, nous prendrons la garantie de pouvoir racheter leur thé et de les distribuer en Afrique pour... Nous ne sommes pas contre les Chinois, nous ne sommes pas contre les Russes, nous ne sommes pas contre les Français, contre les Américains, mais nous devons consommer nos thés parce qu'une fois que j'achète les thés produits par nos mamans, ce sont mes petits frères et mes petites sœurs qui vont à l'école. Ce sont mes petits frères et mes petites sœurs qui seront soignés. Voilà les comportements qu'il faut, c'est un comportement économique digne d'un Africain. Oui, ça c'est vraiment noble. Mais comment faire pour que véritablement tous les Africains comprennent qu'ils doivent produire ce qu'ils consomment et consommer ce qu'ils produisent? C'est dans notre comportement et c'est dans la conscientisation. Raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, je me suis permis de vous apporter cette idée parce que nous le ferons pour la première édition ici au Sénégal. Et je lance un appel solennel à toute les bonnes volontés panafricaines de pouvoir nous permettre, nous faciliter la tâche pour la réalisation de cet événement. Qui peut-être, je pense, ne demandera pas énormément de coûts, mais juste pour nous des places et de mécanismes pour pouvoir faire cette journée. Parce que cette journée, si vous me le permettez, aura à taper dans la conscience de tout un chacun. Ça sera inédite, une première pour nous d'aller dans ce sens. C'est une façon de concurrencer tous ceux qui viennent avec ces mécanismes-là. Là, je parlais de combattre les positions économiques de la France et de l'Occident. Il y a aussi la part élevée des importations. La part élevée des importations qui fait que quand vous regardez les importations des pays africains depuis le lendemain des indépendances, les importations sont tellement élevées, les exportations sont moindres, ce qui fait que la balance commerciale des pays africains sont toujours déficitaires. Donc, ce comportement économique nous permettra de faire le poids et de prendre conscience. Une fois qu'on aura la production nécessaire pour aller sur le marché international, nous irons avec nos thés, nous irons avec les quinquelibas, nous irons avec nos marques qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir concurrencer ces thés-là. Et c'est un comportement économique qui, je pense, mérite le soutien total non seulement du ministère des économies africaines, de l'Union africaine, mais aussi de nos dirigeants au plus haut sommet. L'avant-dernière, c'est par rapport même, disons, au fort potentiel de l'Afrique. Comment faire pour que tous les produits de l'Afrique là, qu'on puisse vraiment, tout ce que nous produisons, au lieu maintenant que ce soit les autres qui viennent transformer, que nous puissions les transformer sur place pour les revendre, pour faire en sorte que nous puissions vraiment rééquilibrer, comme vous le disiez tout à l'heure là, rééquilibrer la balance commerciale de nos pays africains. C'est d'abord l'approche d'une industrie mécanisée, comme le préconisait il y a fort longtemps le président Kwame Nkrumah et qui a été suivi par le président, le cher regretté Thomas Sankara. Nous voulons mécaniser cette industrie pour pouvoir aller dans ce sens. Et ce génie nous permettra nous-mêmes d'être à la hauteur de pouvoir produire, si vous voulez, transformer ces produits. Je pense que c'est coût-là de la production, ce qui fait même notre lutte sur la monnaie du franc CFA, raison pour laquelle nous étions allés à Chamalières, pour permettre à ce que l'unité de la production revienne sur nos terres. Donc notre première démarche doit consister dans ce sens, la mécanisation industrielle de l'Afrique qui permettra aux génies africains. Alors où est-ce qu'il faut puiser? Il faut donner du temps, il faut donner de l'importance à nos artisans. J'ai dit bien, il faut donner du temps et de l'importance à nos artisans. Les richesses africaines, les États africains doivent faire de l'artisanat africain comme la priorité du développement de notre mère patrie d'Afrique. Parce que ces gens-là ont la capacité aujourd'hui de mettre en place des mécanismes nous permettant aujourd'hui de transformer nos produits chez nous et de nous séparer définitivement avec tout cet ensemble de machines et de politiques qui viennent d'autres cieux. Je pense que ce sont les deux piliers, si j'ose dire, les deux priorités en se penchant sur nos artisans pour leur permettre d'avoir l'ingéniosité, comme j'ai vu, beaucoup, d'ailleurs nous l'avions suivi de loin, beaucoup des artisans sénégalais et burkinabés ont eu la capacité de mettre en place de chauffage, des plaques électriques fonctionnant sur la base de l'énergie voltaïque. Donc, ça c'est de la technologie, c'est un savoir qui nous est propre et qui ne coûte rien. Donnons simplement de la considération et de la place à nos artisans, l'affaire sera résolue.
Et mettons en place des lois de dumping, c'est-à-dire de mécanismes qui permettent aujourd'hui de dissuader la plupart des entreprises et la plupart des commerçants qui viennent d'ailleurs, qui aujourd'hui bénéficient des subventions de leurs États et qui empêchent aux nôtres de pouvoir prendre place et de liquider, ou si vous voulez, de purer, de finir leurs marchandises. Oui. Nous sommes presque au terme de cette émission. Que pourriez-vous dire comme dernier mot avant de prendre congé de nos auditeurs? Je lance un appel solennel à toute la jeunesse panafricaine du Sénégal. Notre site c'est www.marron-unité-dignité-courage.net. Notre Facebook c'est Unité Dignité Courage-UDC. De prendre contact avec nous et de faire en sorte de venir se procurer de ces manifestes, parce que c'est la boussole qui aujourd'hui nous évitera les erreurs commises par nos prédécesseurs, mais aussi de nous sortir du panafricanisme épileptique. Ce qui fait que les jeunes Africains deviennent réactionnaires, au lieu d'avoir l'idée et la conception d'être le premier à pouvoir entamer véritablement une politique. Je leur invite à venir dans ce sens-là, et nous sommes ici présents au Sénégal pour essayer, dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, d'apporter notre touche. Et j'en appelle à la jeunesse estudiantine et à la jeunesse panafricaine du Sénégal. Cette jeunesse a toujours joué un rôle déterminant dans l'avenir de notre mère patrie l'Afrique, de venir nous aider et nous accompagner avec sa touche particulière pour que nous arrivons à permettre la libération de notre mère patrie l'Afrique. Unité, dignité, courage.